Parfait. Voilà, donc là, on doit être live sur LinkedIn, on espère en tout cas. 10h59, on va attendre encore 30 secondes. Hein. Non, c'est live, c'est bon. C'est live, ouais. Non, on va attendre 30 secondes juste pour que ce soit 11h pile. Pour que... Ouais, c'est bon, c'est live. C'est live, ouais. Ouais. Ok, bon, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette petite table ronde consacrée au sujet des intelligences artificielles génératives et marketing, hein, IAG et marketing. Alors, on a précisé sans langue de bois. On essaiera d'être aussi objectif que possible et sans verser dans la technophobie ou dans la technolatrie. Hein, c'est l'expression que Yann avait utilisée quand on a préparé cet entretien, et je pense que c'était une bonne idée. Donc évidemment, on ne va pas faire le tour de tout le sujet des IAG du marketing en une heure. Hein, c'est une gageure qu'on ne va pas essayer de relever. L'idée, c'est plutôt effectivement aujourd'hui de faire un premier bilan au bout d'une année, environ d'une année d'usage, hein, qui sont déjà nombreux et variés. Et puis après, on essaiera d'approfondir les sujets en suivant, on vous invitera à suivre nos experts et leur partage sur les réseaux sociaux qui pourront sur cette équipe. Donc évidemment, c'est uniquement, cet événement n'est uniquement une mise en bouche, donc à suivre. Voilà, donc on va en faire un petit tour de table pour nous présenter les uns et les autres. Alors, évidemment, honneur aux dames. Donc, Sarah, bienvenue. Je te laisse te présenter en quelques mots. Ouais, bonjour. Alors, je suis Sarah Martineau, je suis data scientist de formation. J'ai travaillé dans le conseil en stratégie orienté data. J'ai fait du trading algorithmique et j'ai fondé IDETA en 2017 pour accompagner les entreprises dans leurs projets d'intelligence artificielle et d'automatisation. Super. Voilà. David, bienvenue David. Je te laisse te présenter également en quelques mots. Oui, merci. Alors Thierry, tu as aussi un petit souci de micro qu'il faudrait que tu résolves pour la qualité d'audition et par gentillesse pour nos auditeurs. Alors moi, je suis responsable écosystème, innovation et perspective à La Poste. Je suis tombé dans la potion numérique étant petit, puis j'y suis resté. Récemment, on a lancé le premier annuaire des top acteurs du numérique, Numéricissimo. On peut retrouver en consultation en ligne ou à télécharger sur w3.numéricissimo.fr. J'étais accompagné dans cette aventure pour la réalisation graphique par Yann Vorvenek et pour la communication et le community management par Frédéric Cadvet qui est ici présent et également Émilie Marcois, que vous connaissez peut-être aussi. Voilà, et donc je suis aussi... le mieux, c'est de me chercher, de me googler, puis vous me trouverez. Voilà. Voilà, super. Super. Raphaël, je vois que ta caméra n'est pas allumée. Tu es avec nous? Bon, on va commencer avec Yann. Yann, tu peux te présenter? J'ai l'impression que Raphaël a les premières connexions. Alors Thierry, il faudrait que tu rebranches ton micro en fait. Ça serait bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on ne peut pas répondre aux commentaires avec Restream, donc je vais répondre à Mira Briganti. Oui, tout ce qu'on est en train de faire en ce moment est réécoutable en replay sur le compte de Thierry, sur le compte de tous les gens qui sont ici et le mien. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message en direct message et je vous répondrai. Alors, eh bien oui, moi je suis fondateur de Visionary Marketing. L'habitude de dire just Google my name, donc vous le trouverez quelque part. Et je suis principalement co-auteur du livre qui est sorti hier, hein, puisqu'on est le 2 février, il est sorti le 1er février, le marketing digital de A à Z, qui est dont l'ambition est de devenir le livre de référence du marketing digital chez Erol et que vous retrouverez en ligne sur marketingdigitalaz.com. Voilà. Et je ne suis pas un technolâtre, je confirme. Merci Yann. Fred, c'est ton tour. Oui, bonjour.
Bonjour à tous. Donc, Frédéric Canevet, je suis Product Manager bot chez Eloquent, qui est un éditeur de solutions de centre de contact et d'enquête de satisfaction client et collaborateurs. En parallèle de ça, j'anime depuis plus de 18 ans, je pense, le blog conseilmarketing.com, un dinosaure comme certains d'entre vous. Et j'ai écrit plusieurs bouquins. J'ai écrit un bouquin sur les bots, mais c'était avant l'IA générative, et un bouquin sur le growth hacking. Et je vais vous partager en fait le retour d'expérience à la fois à titre personnel en tant que marketeur, mais également un retour d'expérience au travers d'Eloquent avec la mise en place de projets bots chez nos clients et la mise à disposition donc, pour les clients et pour les utilisateurs finaux, les agents. Super. Alors, je ne sais pas si Raphaël nous entend parce que je ne vois pas sa caméra. Raphaël, tu es avec nous ou pas? Alors, il est avec nous. Il semble être avec nous, mais… Oui, puisqu'en fait, il dit qu'il est connecté, mais en fait, il a a priori un petit souci de… Je pense qu'il faudrait l'accepter dans la salle, je pense. En tout cas, Thierry, toi, en direct, ton micro est toujours… toujours débranché. Je ne sais pas, je vais rebrancher. Un petit câble. De toute façon, ce n'est pas très important si on ne m'entend pas bien. C'est pas… Donc, moi, je pose juste les questions. OK. Tu as un réglage de paramètres là en bas, il faut changer l'audio. Ok, c'est pas grave. Attendez, effectivement, ça s'est débranché, je ne sais pas pourquoi. Change de micro, c'est pas grave. Ouais, là, ça va si mieux. Besoin, on pourra répéter les questions. Non, mais si besoin, on pourra répéter les questions si jamais il y a… Bon, alors, on va commencer. Raphaël nous rejoindra. Il fera signe dans le chat s'il peut se joindre à nous et effectivement participer. Première question, c'est plus pour toi, David, qui est, je rappelle, responsable innovation et prospective au sein du groupe La Poste. Là, tu dois forcément, avec ton rôle, ta position, tu dois regarder de près un petit peu tous les usages potentiels que les IAG, et notamment dans une optique marketing et relation client, peuvent avoir. Comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu t'y prends justement pour regarder un petit peu l'état du marché et qu'est-ce qui t'a particulièrement interpellé, qu'est-ce que vous avez éventuellement mis en place ou commencé à mettre en place au sein du groupe La Poste? Alors, la question est intéressante. Alors, je fais de la veille à double titre, à la fois un peu comme Frédéric Canevet, qui a la double casquette éloquente et puis conseil marketing. Donc, c'est un peu le même cas. À savoir, au niveau de La Poste, je repère des startups, des PME innovantes pour faire des POC ou des MVP, des Proof of Concept, dans la branche service courrier colis. Et à ce titre, il y a des startups intéressantes, comme par exemple BizApp, qui est un éditeur d'une solution qui s'appelle Busy et qui permet de générer automatiquement, avec l'IA générative, des comptes rendus de réunion avec des points d'action pour telle ou telle personne. Après, on est effectivement dans le cadre de tests sur l'IA générative par rapport à qu'est-ce que ça peut apporter comme valeur en automatisation des tâches, avec des pour et des contre. Et puis, il y a aussi le fait que à La Poste, on est aussi utilisateur de Microsoft, de Teams, et il y a également la solution Copilot qui existe. Donc, en fait, on est agnostique du point de vue technologique. On essaye de regarder toutes les technologies qui existent. Et après, par rapport à des cas d'usage, par rapport à des besoins métiers, on essaye d'y répondre. Donc, en fait, tout ça nécessite une veille permanente et ensuite de trouver des cas d'usage pour faire mieux, faire différemment et avoir éventuellement des relais de croissance. Voilà ce que je… Super, merci beaucoup. Juste précision, est-ce que mon micro, ça va mieux maintenant ou pas? Oui, là maintenant, ça marche, oui. Ok, super. J'ai vu que c'était basculé sur ma caméra. Okay. Sarah, quand on a préparé cette intervention, tu évoquais avec moi un sujet qui est légèrement en marge de notre sujet du jour, qui n'est pas tout à fait marketing, mais ça va te permettre, je pense, de rebondir sur les usages plutôt marketing, relation client que tu as avec ta solution. Tu évoquais un sujet où effectivement tu avais couplé une IAG avec un bot dans une optique RH, mais je pense que c'est intéressant parce qu'on n'est pas très très loin du marketing. En tout cas, ça peut être du marketing interne, marketing RH qui est une dimension du marketing évidemment. Tu peux nous en dire deux mots s'il te plaît?
Oui, tout à fait. Juste pour un peu de contexte, nous, IDETA, donc on est éditeur de logiciels et on a un logiciel qui va permettre de créer des IA sur mesure à partir de documents internes, de sites web, etc. Donc, quand on est sur du marketing, on va pouvoir insérer son site web et créer une IA sur mesure pour répondre à ses clients. Et côté RH, justement, on va pouvoir intégrer tous les documents qu'on peut avoir en interne. Donc, la convention collective, l'onboarding des salariés, etc. Et donc, on a eu pas mal de demandes côté RH, mais côté aussi marketing, dans des cas d'usage où on va créer son IA et ensuite la déployer pour qu'elle puisse répondre aux salariés et aux clients. Donc, c'est un peu ça le cas d'usage et ça permet vraiment d'économiser beaucoup de temps et de répondre aussi à des personnes auxquelles on n'aurait pas répondu sinon, parce qu'on n'a pas forcément le temps de répondre à beaucoup de personnes. Voilà. Ouais. C'est très intéressant comme donc l'application très concrète. Alors Sarah reviendra peut-être sur le sujet tout à l'heure. Juste je reviens au studio. Raphaël, est-ce que tu es connecté maintenant? Non, toujours pas. Il va essayer de recharger. On continue d'essayer avec Raphaël. Du coup, Fred, dans la foulée, toi comme tu l'as précisé en préambule, tu as un expert du marketing et un évangélisateur des technologies marketing et relations clients. J'imagine que tu as assez rapidement perçu l'intérêt et intégré des IAG dans ton quotidien de marketeur et notamment chez Eloquent. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Alors, si tu veux, moi, je vais distinguer l'aspect marketing de l'aspect relation client parce que c'est vraiment deux choses. La partie marketing chez Eloquent, en fait, on utilise plutôt ça comme un super assistant. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous remplacer, mais nous aider à être plus efficaces. Par exemple, lorsqu'on se fait des petits brainstorming pour des titres de webinaires, pour des pitchs et tout ça, et ben en fait, moi, j'utilise ChatGPT pour me dire, tiens, voilà, j'ai un premier titre et on retravaille, on itère, tiens, donne-moi 10 titres, donne-moi 20 titres. Et puis finalement, ce n'est pas le titre de ChatGPT qui est retenu, mais c'est plutôt cet aspect interaction, retravail. Deuxième chose, c'est ce que j'appelle la réutilisation de contenu. Par exemple, on a un webinaire qui est là. Je me dis, tiens, il faut que je fasse un post LinkedIn. Et ben, je dis à ChatGPT, réécris-moi ce titre, ce webinaire ce texte de webinaire en tant que publication LinkedIn en mode conversationnel avec des puces et avec des emojis. Et là, hop, ça permet de le faire. Autre point également, là, si je l'ai dit tout à l'heure ce matin, c'est faire en fait tout simplement de la vidéo avec du sous-titrage automatique, avec l'insertion automatique d'icônes, des petites animations, des B-rolls qui s'intègrent avec par exemple des outils comme Submagic, mais il y en a plein d'autres, il y a Happyscribe, etc. Et ça, c'est un vrai gain de temps parce que n'importe qui peut devenir un mini-monteur et faire des vidéos, c'est devenu hyper simple. Alors, on n'arrive pas au niveau de qualité d'un studio, mais ça permet d'avoir un très très bon niveau de qualité. Le dernier point, c'est également aussi de pouvoir réutiliser ton texte et le traduire en anglais, que ce soit du PowerPoint complet, de l'appel d'offres, des publications LinkedIn, etc. Ça, c'est un vrai avantage parce que maîtriser l'anglais en tant que français, il faut vraiment avoir l'habitude, comme David qui a passé un certain temps à Silicon Valley, mais ce n'est pas très simple quand tu n'es pas habitué. Le deuxième point, là, je parlais de mon travail chez conseilmarketing.com, donc plutôt blogueur, consultant, etc. Donc, ça me permet de faire, entre guillemets, de la base de travail pour des publications. Quand je me dis, tiens, je voudrais faire une publication sur tel sujet, ça me permet d'avoir des idées. Mais ce n'est pas vraiment la même chose. L'autre point, c'est d'améliorer un texte. Par exemple, j'ai un texte sur un sujet et j'ai besoin de définition, j'ai besoin de concept, j'ai besoin de mini-résumés de livres que je connais mais que j'aimerais bien résumer. Et bien, hop, automatiquement, ça me permet d'ajouter un micro-contenu. On va dire que ça fait 3, 4, 5% d'un contenu. Autrement, je peux sous-traiter la totalité. Et ça, par exemple, c'est quand je veux faire des citations, des définitions, des concepts que je vais rajouter, en fait, par exemple, pour faire des petits visuels pour animer un site. Également, on y reviendra après, mais je pense que c'est pas moi qui vais en parler le mieux, c'est la création de contenu tels que des images, des vidéos. Et le dernier point que je voulais évoquer en tant que moi, conseil marketing, c'est qu'auparavant, en fait, j'avais un chat live sur mon site où j'avais mon assistante qui répondait à certaines questions, qui m'envoyait des emails, etc., etc. Et depuis que j'ai mis un chatbot, en fait, c'est le bot qui répond et qui tout simplement prend mon contenu, mes articles de blog pour répondre. Et des fois, en fait, quand il ne sait pas, il va chercher des connaissances sur le web et ça fait quelque chose qui est assez bluffant. Alors, il y a bien sûr des limites. La première limite, c'est que c'est ChatGPT qui répond. Alors, parfois, ce n'est pas forcément exactement ce qu'il faudrait qu'il trouve. Ce n'est pas tout à fait adapté. Deuxième chose, c'est que comme c'est de l'IA générative, parfois, au début, ça répond bien et après, ça répond mal. Et donc, en fait, il faut vraiment vérifier ces éléments. Et dernier point, je dirais que
ChatGPT, c'est très bien, mais attention à ne pas surautomatiser et puis à avoir du contenu qui fait de la soupe, ce qui arrive assez souvent. Pour moi, ce n'est pas un contenu qui est suffisamment expert. Et donc, ça permet d'aider, mais ça ne permet pas de remplacer. Et moi, je l'utilise également, par exemple, quand des personnes me proposent du guest posting, des articles invités sur mon site. À chaque fois, je passe un petit coup avec d'outils comme Originally ou des choses comme ça, qui permettent de vérifier si le texte a été généré par l'IA, parce que parfois, je me dis, mais c'est pas possible, c'est vraiment de la soupe. Et en passant l'outil, on voit bien qu'il y a 80% du contenu qui a été généré par l'IA. Et même nous, chez Eloquent, ça nous est arrivé, passer par des rédacteurs externes qui nous disent, on se dit, ah, le contenu est pas mal, mais c'est un peu trop verbiage, ça fait vieux prof de français. Et puis on se dit, non, mais il y a quelque chose, et on passe l'outil, on se dit, non, mais c'est des contenus générés par l'IA. D'accord. Et ça se voit et ça se sent, et c'est sans saveur, ça n'a pas d'expertise. D'accord. Ouais, c'est tout à fait vrai ce que dit Frédéric à travers ses exemples. C'est que même si ça fait gagner du temps, compte tenu des biais, compte tenu des hallucinations, compte tenu du manque de saveur, le retraitement humain est nécessaire, notamment s'il y a une réponse importante, mais c'est comme le service client de premier niveau, ça peut filtrer, ça peut donner des réponses simples et basiques. Par exemple, quel est le prix, j'avais des exemples chez Orange, quel est le prix d'une conversation vers l'Alaska pour 1 minute. Et donc là, ça peut consulter des fichiers PDF, ensuite retraiter les données et donner une réponse simple. En revanche, s'il y a un texte à produire avec un supplément d'âme, le supplément d'âme ne sera pas apporté par l'IA générative, mais par l'homme. Donc, on peut se faire pré-mâcher le travail, mais après, il faut avoir un contrôle humain. Et puis après, il y a aussi des vrais blogueurs qui veulent avoir du contenu 100% humain. Et donc là, il y a une initiative qui a été lancée par Yann, qui pourra aussi rebondir dessus, parce que l'IA générative, c'est très bien aussi pour la création d'images, avec Midjourney, avec DALL-E, etc. Et c'est très bluffant et ça fait gagner énormément de temps. Mais pour la création textuelle, parfois, l'humain a aussi son mot à dire. Et donc, il y a des ubérisations. Et les ubérisations, elles sont partielles. Et il faut pouvoir faire cohabiter l'IA générative avec l'homme de façon intelligente et avec beaucoup de discernement. Oui, absolument. Du coup, je vais te laisser rebondir sur ce que viennent de dire Fred et David. Yann, juste pour nos auditeurs, je voulais juste préciser que le nom des technos qui ont été cités, etc., ça sera repartagé d'une façon ou d'une autre après le live. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez un petit abécédaire des bons hacks, des bonnes technos à suivre. Ouais, Thierry, j'en profite juste aussi pour dire qu'il est important de souligner, comme dirait ChatGPT, la distinction à faire entre la 3.5 et la version 4 par rapport justement aux sources qui sont limitées à 2021 pour la 3.5 et qui sont beaucoup plus larges et dans l'actualité pour la version 4, mais avec le fait que la 3.5 est gratuite, la 4 est payante, il y a tout un tas de fonctionnalités qui divergent et qui sont intéressantes de pouvoir comparer. Oui, non, parce que si tu utilises Copilot, qui est téléchargeable sur mobile, et aussi, alors si vous avez un Mac M1, M2, M3, vous pouvez le télécharger également. La version 4 est gratuite et elle est branchée sur Internet. Donc ça commence à sauter un pas. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, donc je ne vais pas le répéter. J'irai un cran plus loin. C'est pas seulement une question de crainte des hallucinations ou quoi que ce soit, c'est aussi une question de point de vue et de philosophie. Je vais prendre un exemple. Il y a 2 jours, j'assistais au trophée du Martech du CMIT, le club des directeurs marketing de l'IT, où il y avait un monsieur qui dirige IT Facto, qui est donc le monde informatique, CIO Magazine, etc. Quand même. Qui était tout content parce qu'ils ont écrit un livre blanc avec l'intelligence artificielle. Mais, alléluia, les marketeurs, je cite, les marketeurs ont quand même écrit le livre blanc parce qu'ils ont validé ce qu'a fait l'IA. Donc je reprends ça et je le remets à l'endroit, et d'un point de vue philosophique. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une machine qui fait l'effort de créativité et d'inventivité, et l'homme, ou l'humain plutôt, qui coche les cases. Oui, ça c'est bien. Non, ça c'est pas bien.
Oui, ça c'est bien vu. Donc, quelque part, on est devenu, enfin si j'en crois ce monsieur, et tout le moins c'est journaliste, hein, je serais pas fier si j'étais journaliste chez lui, en fait on est devenu des esclaves d'une machine, quoi. Il y a une machine qui te dit ce qu'il faut faire, et toi tu fais comme la machine t'a dit. Ce qui s'est d'ailleurs passé dans le passé, et c'est ce qui s'est passé avec le SEO. Vous avez des agences qui vous font des tableaux, comme pour Google, qui font du Google Parrot, quoi. Et Google a dit, il faut faire. Qui font des textes SEO, Google a dit, il faut faire. D'ailleurs, c'est même plus Google, c'est une machine dans Google, ou qui achète de la pub. Il y a une machine qui achète de la pub, il y a une machine qui vend de la pub, et l'homme derrière, il fait le copilote. C'est lui qui est devenu le copilote, c'est pas la machine qui est devenue le copilote. Donc, je dirais, je suis d'accord avec tout, mais il y a un saut quantique, là, si je peux me permettre. C'est qu'on est en train d'accepter de devenir les esclaves d'une machine qui a certes été inventée par un humain, mais donc on accepte notre propre prolétarisation, pour reprendre les termes de Bernard Stiegler, malheureusement, le regretté Bernard Stiegler, qui avait parfaitement raison, et il disait, la prolétarisation, c'est quand on n'arrive plus à comprendre ce qu'on fait. Et donc, on est dans cette situation de prolétarisation de l'individu, décidée par l'individu lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, ici, la vraie question, c'est pas une question d'intelligence artificielle. Je reviendrai pas. Moi aussi, je suis un geek, un technophile, tout ce qu'on veut. Donc, moi aussi, je m'amuse avec les outils. C'est très amusant. Mais c'est une vraie question philosophique. Hein, une vraie question philosophique, une question de fond. Qu'est-ce que doit devenir l'homme? Quelle est sa place? Absolument. Et puis, qui va lire? Si c'est une machine qui écrit, est-ce que c'est une machine qui lit aussi? Pourquoi pas? Ouais. Après tout, hein. Tout à fait. Il y a Sarah qui veut répondre. Puis après, je vois que Raphaël semble être enfin arrivé, donc je vais lui donner la parole juste après. Sarah. Ok. Alors moi, je suis pas d'accord avec tout, dans le sens où il y a une commande qui a été faite. Merci. Il y a une commande qui a été faite à cette IA. Donc la commande, elle a été faite par un humain. Et si on reprend par exemple, je sais pas, Léonard de Vinci, Alexandre Dumas, etc., ils travaillaient avec des ateliers, avec des personnes qui écrivaient pour eux. Donc en fait, ils étaient le commanditaire de cette œuvre finale, mais ils n'ont pas fait réellement l'œuvre. Donc pour moi, l'IA, c'est un peu ça, c'est une aide qui va permettre à l'humain de générer plus vite du texte, mais ce texte, il l'a écrit sur la base d'une demande humaine. Donc oui, on va la vérifier, mais on l'a aussi demandé. Donc ça, je voulais juste mettre un point sur ça. Et il y avait une question sur la partie, justement, sur les chatbots, j'ai vu dans les... Oui, absolument. Dans les posé. Ouais, très bien. Justement, pour résoudre le problème d'hallucination ou autre, ce qu'il est possible de faire, c'est justement de bloquer le chatbot à la base de documents. Donc, on lui dit, tu as le droit de répondre uniquement si la réponse est dans cette base de documents. Et lui, il va juste venir la reformuler potentiellement, et pas obligatoirement, d'ailleurs, on peut lui dire qu'il n'a pas le droit de reformuler, il va juste, en fait, extraire et donner la source. Et ça, c'est plutôt, enfin, nous, en tout cas, on le recommande à nos clients pour éviter d'avoir des dérives. Il a été chercher l'information ailleurs, et c'est pas forcément une information qu'on avait envie de donner, etc. Donc, on peut le bloquer sur une base de documents et faire un passage à l'humain si la réponse n'était pas dans la base de documents. Et donc, ça permet justement d'enlever tout ce qui peut être géré par l'IA, mais de passer la main à l'humain quand la question est soit trop complexe, soit qu'on ne veut pas la gérer par IA. Voilà. Donc, c'était pour répondre à la question que j'ai vu défiler. Ouais, excellent. Je vois une question par rapport à la combinaison des GPT. On va l'aborder juste après. Hein. C'est une question de Farid qui a été posée. Raphaël, tu nous entends? Tu es avec nous? Je suis avec vous, est-ce que vous m'entendez? Ah, génial. Bienvenue, Raphaël. Super. C'est parce que j'utilisais Firefox. Ah, Firefox, mince. Bon, Raphaël, écoute, je te laisse te présenter dans un premier temps, puis on va embrayer sur une question pour toi. Voilà. Donc moi rapidement, hein, je suis aussi un dinosaure du digital et j'ai cru à l'intelligence artificielle dans les années 90, au moment où on a fait à peu près toutes les promesses qu'on entend aujourd'hui. Puis on avait presque toutes les mêmes peurs qu'aujourd'hui. Puis j'ai attendu, puis j'ai l'impression qu'enfin, ça commence à arriver maintenant. Ce qui ne m'a pas empêché en fait de tourner 25 heures
de formation à destination des cadres, du marketing, des RH, etc., en 2019, pour expliquer ce que c'était que l'IA, déjà l'IA classique, hein, le machine learning et le deep learning. Et j'ai mis ça en ligne en fait sur une plateforme qui s'appelle 24PM Academy. Puis j'ai enchaîné avec des formations sur d'autres mes métiers de départ en fait qui sont le référencement, Google Ads, etc. Et puis évidemment maintenant je teste, j'expérimente, j'essaye d'aller un peu plus loin que ce qu'on voit en matière d'IA générative. Donc voilà pour la présentation. Ouais, super. Bah écoute, on va peut-être enchaîner avec une question pour toi justement. Oui. Donc toi, tu l'as rappelé à l'instant, tu es un expert notamment du SEO, etc. Est-ce que du coup les IAG sont pour toi une aide à la création de contenu? Alors on a entendu le point de vue de Yann qui était un petit peu plus mitigé, celui de Fred mitigé. Enfin, il a porté quelques bémols. Hein. Il ne crachait pas sur l'aspect contenu. Une petite précision parce que j'entends des mots qui sont pas bons, scepticisme, je sais pas quoi. Non, je suis absolument pas sceptique. J'ai commencé ma carrière dans l'IA, ça fait 40 ans que j'en fais, donc non, je suis pas sceptique. Et j'ai rien contre la machine qui blablabla, tout ça c'est du blabla. C'est pas le sujet. Le sujet c'est l'humain ici qui dirige la machine. Effectivement, il la dirige dans un mauvais sens et je mets un warning, pas vers l'IA générative, on s'en fout, vers l'humain et son utilisation déviante. J'ai pas dit déviée, mais déviante de la technologie. Hein. Donc nuance et pas de mélange et pas de non. Nous apprécions tout à fait le fait que tu sois l'avocat du diable. Il y a pas de problème, c'est parfait. Oui, Raphaël, si tu veux juste peut-être continuer toi par rapport à la création de contenu. Par rapport à l'usage. Alors déjà, peut-être que un certain nombre de personnes qui écoutent en fait le savent, mais les référenceurs notamment en fait utilisent déjà massivement en fait l'IA générative depuis 2-3 ans, en tout cas ceux qui sont un peu pointus, parce qu'avant le lancement de ChatGPT en novembre 2022, en fait, on avait déjà accès à ce qui s'appelle, vous savez, l'API d'OpenAI, en fait, donc le fait d'utiliser leur LLM, leur machine à générer du texte, et là, il fallait payer, hein, il n'y avait pas de version gratuite, et il y a déjà, je pense, des milliers d'agences de référencement ou d'agences de marketing qui ont généré des millions de pages avant le lancement de ChatGPT. Au début, c'était un peu du blou-bibouga, puis après, ça a atteint le niveau que vous connaissez en fait de GPT, et sur cette partie-là, on a le droit de davantage moduler. Il y a des réglages, des paramètres que l'on peut définir pour lui demander d'être un peu plus créatif, respecter un peu plus nos consignes, etc. Donc, on a un tout petit peu plus de maîtrise. Moi, l'IA générative en général, et puis ChatGPT en particulier, ou ses copains du côté de l'API, pour moi, c'est entre guillemets presque neutre parce que je ne sais plus, j'entendais encore ça hier dans une vidéo, garbage in, garbage out. Ça tout dépend de ce qu'on met en fait, de ce qu'on envoie en fait comme prompt et qui va déterminer en fait ce qu'on aura derrière. Donc plus basique est le prompt, plus on va dire reconnaissable est la production de ChatGPT ou des autres. Et puis plus on est fin, plus on le force, plus on le contraint, plus on le guide, voire plus on lui donne de documents pour qu'il s'inspire justement avec les fameux GPT, normalement meilleure sera la qualité derrière. Et puis, par rapport en fait à toutes les remarques globalement avec lesquelles j'étais plutôt d'accord qui ont été faites, je pense qu'il manquait quand même un élément, c'est quel type de contenu on veut. Par exemple, pour des fiches de descriptifs de produits, on n'a pas besoin en fait qu'il y ait quelqu'un qui réalise des analyses démentielles. En revanche, on a besoin de quelqu'un qui sache mettre en valeur le produit. Et très souvent, par exemple, sur les sites d'e-commerce, on n'a pas le budget pour payer suffisamment cher les gens qui sauraient bien vendre le produit. Et là, ChatGPT, par exemple, en utilisant si on lui demande, en utilisant des techniques de copywriting comme AIDA, Attention, Interest, Desire, Action, souvent, il est meilleur. Là, par exemple, j'étais j'ai animé une formation au début de semaine pour quelqu'un qui fait du convertible et qui est une société qui est assez connue dans le domaine. Et leur descriptif produit était très axé en fait sur le designer, pas sur l'usage, pas sur les qualités du produit, pas sur la matière. Et en revanche, on avait bien les dimensions au millimètre près. Et j'ai demandé à ChatGPT, en lui injectant tout ça,
et en utilisant la méthode AIDA, de me reformuler, et on a eu quelque chose qui était assez correct, en tout cas beaucoup plus sympa à lire pour l'utilisateur que ce qui avait été fait. Et donc, du coup, ChatGPT, je pense que dans un premier temps, en fait, et les outils d'IA générative, on peut considérer que ce sont des outils pour nous aider à boucher des trous qu'on n'arrive pas avec quand on fait produire du contenu par les humains. Et la plupart des sites d'e-commerce, je trouve, ont des fiches descriptives produits qui sont plutôt comme ça. Puis après, sur le même niveau à peu près, il y a par exemple les contenus entre guillemets très utilitaires comme les tutoriels ou comme les pages qui juste donnent des informations. Et là, outre le fait qu'on peut faire en sorte pour que le style ChatGPT ne se reconnaisse pas trop, quitte à réécrire pas mal de choses derrière, mais il nous aura fait gagner du temps. Là, pour le coup, ça peut bien fonctionner. D'accord, super. Il y a Laurent Jean qui est connecté, qui abonde dans ton sens par rapport aux premiers API, puis après il dit qu'il y a une grosse différence lorsque GPT-4 est sorti. Hein, voilà. Et il y a une question aussi par rapport à plusieurs copilotes. Yann, tu as évoqué copilote tout à l'heure, là. Donc, copilotes différents. Ah, ton micro, Yann. Pardon. Ouais. Merci. Il y a le copilote qui est dans les applications Word, Excel, etc. d'Office, qu'il faut payer en plus, à peu près $20 par mois à peu près. Alors là, si j'en crois Frédéric Cavazza, ça marche pas. Donc il faudra qu'on voit, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça marchait pas. Ah ouais. Mais ça, c'est ça finira par tomber en marche un jour, je suppose. Et puis il y a l'application qui est gratuite, elle, sur directement sur les magasins d'applications, sur iOS ou sur Android, et qui s'appelle aussi Copilot, que vous pouvez télécharger aussi si vous avez un Mac M1, M2, M3, ça marche. Que vous pouvez utiliser au travers de Bing également. Et vous pouvez vous connecter avec votre compte Microsoft, soit le compte grand public, soit le compte business, les deux, enfin, ça marche avec les deux. Et auquel cas, il vous protège aussi vos comptes. Donc c'est assez intéressant. Pour revenir sur ce que disait Raphaël, autant quand surtout un rédacteur en chef ou un patron de presse, et là j'invite les gens à lire mon blog sur ce sujet. On mettra le lien après. Je mettrai le lien. Propose de faire écrire ces livres blancs. Là, je saute au plafond. Autant sur ce que vient de dire Raphaël, je suis 200% d'accord. Pour faire un travail dont l'objectif est d'écrire pour une machine, il n'y a rien de mieux qu'une machine. Et d'ailleurs, peut-être que là, dans ce cas-là, c'est peut-être une déprolétarisation d'ailleurs, parce que oui, effectivement, faire du contenu SEO à la chaîne pour des sites sur des contenus répétitifs et pas très intéressants, oui, bon, pourquoi pas. Alors après, il faudra contrôler le dérapage, enfin les dérapages, mais bon, quand on arrivera vraiment bien à mélanger les travaux d'informatique classique avec base de données et l'IA générative pour reformuler les méthodes AIDA, effectivement, il est très très bon pour ce genre de choses. Ben oui, effectivement, là c'est 100% d'accord, et puis tant mieux. Mais là où ça va moins bien, c'est sur oui, la vraie question philosophique, elle n'est pas sur ces types de contenus. Ok. Il y a une question sur les IAG les plus utilisés pour améliorer le service client dans les call centers. Ça, c'est plutôt une question pour Sarah et Fred. Vous voulez répondre, peut-être, Sarah? Je pense comme tu veux, Frédéric. Enfin, je réponds et tu pourras. Alors, l'IAG à l'heure actuelle, surtout si elle est performante, donc si on parle de GPT-4 par exemple, ou d'un modèle Mistral qui est un peu moins puissant, etc., ça va être assez lent. Donc, en fait, c'est souvent pas utilisé directement pour les call centers. Par contre, ce qui va être utilisé pour les call centers, ça va être des IA plus classiques, comme Dialogflow de Google, Lois de Microsoft, Rasa, qui est une solution open source. Et on va, par contre, utiliser l'IA générative pour entraîner ces IA. Parce que entraîner une IA classique, c'est un travail très laborieux. Tous ceux qui ont essayé de le faire, il va falloir créer beaucoup d'intentions, beaucoup de phrases d'exemple, donner la réponse, etc. Donc, on peut en fait utiliser l'IA générative pour entraîner l'IA classique et rendre le call center, l'IA dans le call center beaucoup plus efficace. Donc, c'est plutôt en arrière-plan, l'IAG, dans les call centers.
De mon point de vue, Frédéric, Oui, tout à fait. En fait, il faut vraiment distinguer deux choses. Le call center avec le call bot, c'est-à-dire que c'est le robot qui répond au téléphone. Et pour l'instant, il faut de l'immédiateté. Et souvent, c'est du tri. Pourtant, c'est des réponses classiques. Et là, forcément, c'est de l'IA classique qui est plus adapté. Donc, on crée un système de questions-réponses. Tandis que l'IA générative, c'est on lui file des contenus et c'est lui qui répond. Donc là, en fait, c'est pas du tout la même manière de créer. Et donc, par contre, pour les chatbots, pour tout ce qui est chatbot, là, forcément, l'IA générative comme ChatGPT avec Azure OpenAI, tu as parlé aussi de Mistral, qui nous, on n'a pas encore testé, mais c'est en cours. Dialogflow, c'est ce qu'on teste également. Donc là, c'est très bien. Donc l'IA générative, Dialogflow avec son outil d'IA générative. Donc tout ça, ces outils d'IA générative sont très bien pour le chat. Pareil, il y a aussi ce qu'on appelle l'agent assist. L'agent assist, en fait, c'est proposer à un agent, un conseiller du centre de contact, d'avoir en fait des outils qui vont lui aider à être plus efficace. Et là, par exemple, on va utiliser du ChatGPT pour faire du résumé de conversation. La personne, elle appelle au téléphone. Et donc, nous, avec un outil de speech-to-text, on va transcrire la voix en texte. ChatGPT, on lui envoie ce texte-là et hop, il fait un résumé, une synthèse, parce que souvent, au centre de contact, les gars, ils n'ont pas le temps et ils écrivent des résumés en abréviation qui sont lisibles. Le dernier point, c'est qu'on fait aussi de l'agent assist lorsque, par exemple, on reçoit un email. Et donc, en fait, le bot, ChatGPT ou autre techno, là, on a moins besoin de temps réel, mais ChatGPT est quand même pas mal. On prend l'email et on va tout simplement faire une proposition de réponse personnalisée. On va au-delà du modèle de réponse, mais on va vraiment reprendre le contenu. Et donc, c'est vraiment intéressant. Juste comme une petite chose, c'est que Sarah l'a pas précisé, mais ChatGPT et l'IA générative de manière globale, ça coûte cher. Ça coûte 5, 10, 20 fois plus cher que l'IA classique. Donc, attention. Nous, par exemple, si on résume toutes les conversations du centre de contact, ça va finir par coûter assez cher. Donc, il faut quand même se dire, et je pense qu'on en parlera après, mais il y a le coût écologique. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Quand tu dis que ça coûte cher, c'est quoi enfin, je sais pas comment d'ailleurs on doit exprimer le coût que ça coûte. J'ai discuté avec un entrepreneur en Tunisie qui fait ce genre de choses et qui a branché ChatGPT, qui a GPT sur l'IA, l'API, pas le ChatGPT, qui a branché l'API sur toutes ses pages Facebook de clients. Il m'a dit, si je le branche partout, ça me coûte 10 000 € par mois. Ah ouais. Voilà. D'accord. Donc effectivement. Il en a une bonne palanquée de pages. Et c'est vrai que Sarah, comme on travaille avec Igeta, c'est vrai que le but, c'est de mixer les deux. Et je te laisse peut-être en parler. Alors, Sarah, tu veux peut-être ajouter un petit mot sur le fait de mixer les IA? Non, ouais, alors, oui, non, il n'y a pas, oui, on peut mixer les IA, on peut aussi, après, c'est quand même très relatif, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend GPT 3.5, le prix d'une conversation, à peu près, c'est 0,007 le prix d'une conversation. Donc après, voilà, ça reste très envisageable, surtout qu'il faut le comparer au coût, au coût humain si ça avait été traité par un humain. Donc c'est assez cher. Surtout si on utilise GPT-4, c'est 10 fois plus cher dans l'ordre de grandeur, mais ça reste quand même assez abordable et je suis tout à fait d'accord et c'est là où je rejoins quand même Yann sur certains points, c'est qu'il faut choisir son cas d'usage, qu'est-ce qu'on traite et il ne faut pas tout traiter de cette manière-là. Donc il y a quand même, je rejoins quand même Yann sur certains points. Ah non, mais on peut, je pense qu'on s'est mal compris, on peut très bien techniquement faire un livre blanc de n'importe quoi sur n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Ma question, elle n'est pas à ce niveau-là. Ouais. Moi, justement, sur le sujet des livres blancs, je me suis amusé assez tôt à essayer de voir si on pouvait utiliser l'API pour générer des contenus complexes, donc un livre blanc, par exemple. Et ce que j'ai vu, c'est que ça ne pouvait pas faire, en fait, la majorité en fait, du travail. En revanche, ça pouvait largement accélérer. Déjà, en fait, sur un sujet sur lequel on est pas très à l'aise ou profane, on n'a peut-être pas une vision synthétique et ChatGPT, il peut nous donner l'essentiel. Les dernières tendances, l'inspiration, les retours clients, ça, il faudra aller les chercher, mais ça permet de faire quand on n'aurait pas pu faire. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, ou d'aller plus vite pour le coup. Ouais. Ça, si tu me demandes d'écrire effectivement un livre blanc sur l'élevage des chameaux au désert de Gobi, j'y connais rien, je vais faire un livre blanc. Il sera bien meilleur que celui que je ne pourrai pas faire puisque je n'y connais rien.
Mais effectivement, si j'ai un sujet que je connais, mais par contre, après, si la question c'est est-ce que je suis capable de pondre un truc, oui, là, il s'arrête jamais ce truc-là. Il dit jamais non. Alors, il y a une question de Laurent Tripier qui demande est-ce qu'on pense pas que la technologie actuelle est une étape intermédiaire vers une IA marketing multimodale qui sera capable d'intégrer les valeurs, les objectifs de la marque et de décliner en un clic texte, image, vidéo, podcast. Est-ce que je peux commencer à répondre ? Ouais. Ouais, dans ce que j'avais préparé là pour la table ronde, ce que je voulais partager, c'était que moi je vois 3 grands, on va dire, types d'utilisation de l'IAG pour générer du texte ou des documents utiles dans le domaine du marketing. Ouais. Il y a l'approche que j'appelle artisanale, ce qu'on fait un peu tous au quotidien. Tiens, on a un truc, on va dire, tiens, on va aller voir ChatGPT pour voir s'il peut nous aider. Il y a l'approche que j'appelle optimisée et il y a des milliers de jeunes en fait qui en sont à cette étape-là maintenant, qui se sont créés des bibliothèques de prompt dans un premier temps, des modèles de prompt qui réutilisent comme ça, ou pour l'API, on a les mêmes choses. Maintenant, évidemment, depuis 3 mois, ils se créent des GPT et là, ça peut aller beaucoup plus loin parce qu'ils arrivent, en fait, vous savez, en fait, sans connaissance technique, on peut lui injecter notre contenu pour qu'il parle un petit peu comme nous et on peut rajouter un petit prompt pour le cadrer, pour avoir en fait ce que l'on souhaite. Ils intègrent de plus en plus du chat GPT avec des outils comme Make ou comme Zapier pour faire des automatisations et puis du coup aussi envoyer du contenu potentiellement ailleurs. Avec les GPT, on a la possibilité, si on ne code pas, effectivement d'envoyer juste un PDF pour lui donner du contenu, mais on peut aussi lui demander d'aller taper dans des systèmes extérieurs. Donc, du coup, il peut y avoir des allers-retours. On peut aussi lui demander, par exemple, d'analyser les statistiques de la Search Console ou de Google Analytics, puisqu'il sait aussi interpréter dans une certaine mesure, et pour peu qu'on le prompte bien, des statistiques. Et on voit qu'avant d'avoir l'IA, entre guillemets, générale pour le marketing, multimodal, etc., il y a des petits malins qui essayent justement de constituer avec des briques et de brocs, justement, le système complet. Pour l'instant, on n'y est pas, mais ça commence pour le coup à arriver. Moi, ma vision, c'est qu'on aura soit une plateforme extérieure qui va justement intégrer de plus en plus ces outils-là, agréger tout ça, ouais. Voilà, soit chez OpenAI lui-même qui va faire, parce qu'il aime bien en fait copier les bonnes idées des développeurs d'applications, de ses clients API ou des gens qui créent des plugins, puis les intégrer comme ça. Donc c'est des gens un petit peu en train d'arriver, mais pour l'instant, ce sont les malins, entre guillemets, qui se recréent leur propre système et qui vont plus vite, eux qui gagnent vraiment du temps. Absolument. Quelqu'un veut rebondir là, sur ce que vient de dire Raphaël ? Je veux bien, oui. Ouais, David. C'est intéressant cette vision à 4 niveaux, de la vision basique, la vision promptée, la vision plus écosystémique avec des API, et ensuite la vision plus Graal avec intercoopération entre les LLM. Alors, effectivement, il y a une utilisation qui est intéressante dans le cadre des entreprises, des très grandes entreprises, c'est d'exploiter les wikis d'entreprises, les intranets, parce qu'il n'y a pas un, mais plusieurs intranets, avec la masse de connaissances des collaborateurs. Et ça permet aussi de casser les silos des grandes organisations qui font 20 000, 30 000, 100 000 collaborateurs et plus, pour avoir cette intelligence collective. Mais là, il faut des garde-fous, et au même titre qu'il y a des intranets versus Internet, là, il faut que les LLM soient utilisateurs, d'un point de vue éthique, que des données de l'entreprise, et que cette utilisation de données, par rapport à la matière grise ou la matière noire en matière d'intelligence économique, n'alimente pas ChatGPT et ne soit pas utilisé par des concurrents qui seraient malins et qui trouveraient des secrets de fabrique, des projets en cours, etc. Donc là aussi, il y a une utilisation intelligente à l'intérieur des organisations, des IA génératives et des LLM en particulier. Je voulais revenir sur l'histoire du prompt. Effectivement, il y a un juriste américain, Lawrence Lessig, qui dit « Code is law ». Mais maintenant, on pourrait ajouter une nouvelle citation, c'est « Prompt is a EA spirit ». La façon de faire des prompts, c'est l'esprit de l'IA maintenant.
Et il y a même des nouvelles fonctions qui sont apparues, comme des prompt designers, parce que c'est des personnes qui savent manipuler les requêtes, au même titre que pour le formatage, pour plaire à Google, on ne va pas rédiger un article de site ou de blog d'une façon en langage naturel, mais on va utiliser des petites astuces pour que certains mots-clés soient mis de telle ou telle façon, et pour parler à la machine. Même si maintenant Google et ses algorithmes successifs ont évolué et comprend davantage le langage naturel. Avant, il fallait vraiment parler hashtag, parler référencement. Maintenant, c'est différent. Donc, il y a aussi ces évolutions-là qui sont intéressantes. Et je pense que maintenant, comme le disait tout à l'heure Raphaël, le début de l'intelligence artificielle, c'était les systèmes experts, puis après il y a eu le machine learning, le deep learning, mais on doit passer des systèmes experts aux experts des machines. On doit être expert des fonctionnements des IA, de pouvoir, même si c'est vu comme une boîte noire, anticiper les façons dont elles résonnent, de façon à ce qu'on puisse mieux rédiger les prompts pour avoir la quintessence moelle qui est possible d'avoir. Et toujours avec cette dualité entre qu'est-ce qui est intéressant de sous-traiter à l'IA, parce que c'est une tâche fastidieuse, répétitive, inintéressante. Et là, au contraire, ça va déprolatéraliser la personne. Mais à contrario, si on devient esclave de l'IA en disant tel LLM m'a dit de faire comme ça et il faut que je fasse comme ça et j'ai plus de libre arbitre et j'ai plus de créativité et je deviens bête parce que je suis employé par les algorithmes, et bien là aussi ce sera dramatique. Donc c'est toujours une question de curseur, où est-ce qu'on le met pour que ce soit utile et où est-ce qu'on ne doit pas le mettre pour éviter d'être esclave. C'est exactement ce qui se passe dans la presse aujourd'hui. Là où on écrivait 5 articles par jour, maintenant tu as une injonction d'en créer 25 par jour. C'est ce qu'on appelle du bâtonnage. Donc avant, ça se faisait, c'était pas très intelligent. C'est du copier-coller. Maintenant, ça se fait avec du copier-coller et du prompting. Ouais, bon, ok. Et il y a une pression terrible. Bon, c'est comme ça. Prolétarisation. Alors, Joël de René parlait de pronétarisation avec les pronétaires du net. Et puis, il y a aussi Antonio Casilli qui parle aussi des travailleurs du clic et justement des fausses IA parce que parfois le fait de développer une IA coûte trop cher et il vaut mieux avoir une personne aux Philippines ou dans un autre pays à l'autre bout du monde qui va regarder des images et dire si c'est une image qui est acceptable ou si c'est une image qui doit être interdite parce qu'elle est pornographique, parce qu'elle est dangereuse, parce qu'elle est ceci ou cela. Ça c'était, je dirais, pendant la période d'entraînement. Mais après, on n'a plus besoin justement de ces pronétaires. Et là, il y a une grosse différence justement entre ces prolétaires du web tels qu'ils ont été décrits par le passé, et le fait que le marketeur, même y compris le directeur marketing de demain, peut être prolétarisé par des outils. Encore une fois, c'est pas la machine, parce qu'on m'a dit c'est pas la machine qui décide. Mais bien entendu que la machine elle ne décide pas. Mais il y a des gens qui décident avec l'usage de la machine. C'est très pratique. Ça permet dans les boîtes qui vont pas très bien, et c'est le cas notamment dans les médias en ce moment. Ça permet de licencier facilement. Ça permet de mettre un peu la pression, et puis voilà. Et puis si tu fais pas bien ton boulot, ChatGPT va le faire à ta place. De toute façon, c'est déjà un peu le cas. Donc tiens, voilà, tu dois produire 25 articles. Voilà ChatGPT. Et maintenant, vas-y mon gars. Voilà. Et donc, on passe d'une ubérisation des cols bleus pour les tâches basiques à maintenant une ubérisation des cols blancs avec les LLM. Et c'est ce que tu dis un peu entre les lignes. Et, non, c'est ce que je dis même plus que entre les lignes, puisque c'est le titre de mon article. Et donc, après, les marketeurs, quels vont être leurs nouvelles rôles, leurs nouvelles fonctionnalités? C'est exactement la question que j'allais poser. Parfait, David. Le titre de mon article, un peu provocateur, je l'avoue, c'est le marketeur du 21e siècle sera-t-il l'ouvrier spécialisé de demain?
Alors, on parlait du Franchement, travail en merci. miettes. On parlait du travail en miettes de George Friedman en 1956. Aujourd'hui, tu vas dans les cités, la proportion d'ouvriers, elle est tombée à 15%. Il n'y a plus d'ouvriers. Il n'y a plus que Il n'y a des, plus il y a plus que des d'agriculteurs non plus. tertiaires. Hein. Donc, Ben voilà, et maintenant, c'est le- nous, voilà, on devient prolétaire. Donc le marketeur, alors peut-être pas de la fin du 21e siècle, mais le marketeur de ces 2-3 prochaines années, c'est quoi? C'est comme avant, c'est un super chef d'orchestre qui connaît les technos, qui connaît la personne qui les utilise bien, qui sait orchestrer. Je pense que déjà, il va se passer ce que j'ai vu moi dans mes classes. Je vais prendre Unilever, parce que j'ai eu la directrice marketing de Unilever. Elle me disait, dans les années 80, on était un bâtiment. Dans les années 90, on était un étage. Dans les années 2000, je me suis retrouvé toute seule. Bon, et puis maintenant, après, j'ai été viré parce que le marketing, il a été fait directement depuis les États-Unis. Bon, maintenant, ça va être encore plus restreint parce que, bon. Si je puis me permettre peut-être de compléter. Moi, je rejoins en fait un certain nombre de choses qui ont été dites, notamment sur le danger qu'il y ait toute une partie en fait des professionnels d'une part, mais aussi des individus d'autre part, en fait, qui soient des utilisateurs abétis par ChatGPT, qui auraient la vérité, à qui ils feraient confiance. Et moi, je forme mes enfants justement à l'utilisation de ces outils-là, et je les avertis justement contre les dangers. Tu ne dois surtout pas externaliser, sous-traiter tes neurones à ces outils-là. Moyennant quoi, je pense que dans leur génération, à mon avis, il va y avoir en fait 2-3, on va dire, types d'utilisateurs. Il y aura ceux qui ne voudront pas faire d'efforts, et puis du coup, ce sera tellement confortable, comme avec Google Maps, on n'a plus besoin de calculer les itinéraires, qui vont tout sous-traiter. Et à mon avis, ceux-là, effectivement, ce seront les futurs sous-prolétaires. Ils sont sur des sièges éjectables aussi, Voilà, exactement. Ce seront un peu les employés de McDo, même si je ne crache pas sur ce que font sur les employés de McDo. Et à l'inverse, complètement à l'autre bout, il va y avoir les super malins qui auront compris que c'est une extension et que ça leur permet d'avoir une petite équipe autour d'eux, ces outils-là. Et du coup, pour eux, ce sera fantastique. Mais du coup, je pense qu'on peut prévoir un écart des fourchettes de rémunération assez important. Et puis, entre les deux, il y aura les gens, entre guillemets, qui suivront et puis qui essaieront de rester à peu près employables avec ces outils. Mais quelque part, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'informatique et avec Internet. Ceux qui ont refusé l'informatique, voilà. C'est ce qui se passe avec tout outil. Il y a ceux qui savent prendre le recul et il y a ceux qui ne savent pas. Et c'est notre rôle d'ailleurs de faire en sorte qu'ils prennent le recul. Alors, j'ai formé près d'1 millier d'élèves là, cette année sur ces sujets-là. Alors pas seulement à l'utilisation de l'outil, parce que ça, à la limite, ils se démerdent très bien. Même si je leur ai montré plein de choses qu'ils connaissaient pas, parce que c'était autour de la création de contenu et notamment des contenus artistiques, donc c'est intéressant. La photo, ils étaient intéressés par ça. Il y a une chose que j'ai remarqué plusieurs fois dans toutes mes classes d'ailleurs, c'est que finalement, et c'est plutôt rassurant, c'est mon côté optimiste, c'est que je trouve que dans les jeunes générations, j'entends beaucoup plus de gens qui prennent du recul et qui sont assez sceptiques par rapport aux résultats retenus. Par exemple, tu leur demandes de faire un post avec l'outil de LLM parce qu'ils sont un peu bloqués pour faire un post sur Twitter, donc on leur apprend à le faire. Je me dis, mais pourquoi tu ne demandes pas à ChatGPT, puis on va regarder. Oh non, monsieur, on va le faire à la main, ce sera mieux. C'est assez intéressant de les voir prendre du recul par rapport à ça. Et je leur ai fait faire un exercice aussi où je leur ai fait faire tout un site web avec des produits, des descriptifs, etc. Même si c'était un peu théorique, et je leur ai posé cette question de savoir si ça leur avait fait gagner du temps et s'ils trouvaient que c'était mieux. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans les réponses qui étaient les mieux notées par les pairs, donc c'est eux-mêmes qui notent les réponses, eh bien, il y avait les 3 réponses peut-être les plus critiques sur l'outil. Ils n'étaient pas négatifs, ils étaient critiques. Et ils arrivaient bien à faire la distance entre ce qui marchait et ce qui marchait pas. Okay. Donc, le côté d'optimisme, c'est que je pense finalement les jeunes générations sont peut-être un petit peu plus, enfin, tout moins celles que j'ai eues, plus critiques que certains technolâtres que je vois
se répandre sur LinkedIn. C'est fabuleux, c'est merveilleux. Je suis le roi du promptage, je sais pas quoi, enfin n'importe quoi. Ok, Yann, on est un petit peu pris par le temps. Juste, il y avait une question là à laquelle on a partiellement répondu. J'ai vu qu'un de nos confrères, Cyril Bladier, avait partagé un petit document là pour répondre aux combinaisons de GPT. Ce que j'ai vu en substance, qui disait par exemple pour un directeur marketing, il évoquait une association entre The Negotiator et Creative Writing Coach pour faire du bon marketing persuasif et créatif. On vous mettra également le lien de toutes les technos, de certaines vidéos dans le compte rendu qu'on en fera. Évidemment, c'est enregistré, hein, c'est une question qui a été posée, mais j'ai pas voulu couper les intervenants. Peut-être pour terminer, avant de vous demander vos coups de cœur par rapport aux IAG, puis on terminera là-dessus. Oui, on a parlé un petit peu de l'empreinte carbone des IAG. C'est pas exactement sobre. Qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement? Alors moi je sais que j'ai vu par exemple que créer une image c'est aussi énergivore que de charger son téléphone par exemple. Bon. Oui, je peux sauter et après dans l'eau pour répondre, mais en fait c'est comme tout, ça va dépendre du cas d'usage. Il y a des cas d'usage qui peuvent être au contraire bénéfiques, c'est-à-dire que oui, ça va prendre des ressources, mais en même temps, ça va en économiser. C'est le cas, par exemple, dans l'industrie, principalement, où on peut réussir, alors pas sur de la génération de texte, hein, mais avec des IA génératives qui vont permettre à optimiser les process en interne et faire pas mal de choses d'optimisation pour réduire. Il y avait aussi, à titre d'exemple, il y avait Equimetrix qui avait fait un chatbot sur le climat, Q&A, pour avoir en fait des réponses. Et en fait, sur ce type de chatbot, on peut réussir à prouver l'impact positif par rapport à l'impact négatif d'une requête. Donc ça, pour moi, c'est assez important de voir ça. Et après, il faut le mettre aussi en comparaison de d'autres secteurs. Alors là, je vais me faire encore plus d'ennemis. Mais si on le met en comparaison, par exemple, de l'élevage de viande, en fait, c'est pas beaucoup. Ça paraît presque modéré. Donc tout ça pour dire qu'en fait, oui, c'est énergivore. Donc, il faut bien s'en servir. Et après, pour moi, l'accès à la connaissance n'a pas de prix, ou presque pas. Faire un livre papier, ça consomme du papier. Le papier, c'est ultra énergivore en eau, en bois, etc. C'est pas pour autant qu'on va supprimer les livres. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, pour moi, choisir le cas d'usage, choisir l'utilité. Et si c'est quelque chose qui amène une connaissance, qui amène une ressource, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Voilà. Et je passe la main, je pense qu'il va y avoir... Juste deux petites infos pour mettre en perspective. Apparemment, entraîner une IAG, ça équivaut à la consommation du cycle de vie d'une voiture américaine. Alors, on va voir ce que ça représente. Et apparemment, chez Google, ce que j'ai vu chez Google, l'usage de l'IA chez Google, ça revient à la consommation électrique d'un pays comme l'Irlande. Après, il faut effectivement, comme Sarah vient de l'évoquer, il faut mettre ça en regard de notre mode de vie au sens très très large du terme. J'ai vu d'ailleurs des choses sur le GIEC, etc., que je partagerai dans le compte rendu, qui sont intéressants et dont on n'a évidemment pas le temps de débattre ou d'évoquer aujourd'hui. Ouais. Alors moi je dirais qu'il faut bien utiliser l'IAG quand il faut. Et c'est ça qui est vrai, quand disait Sarah, c'est que, par exemple, quand on va faire du résumé de conversation, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Quand on fait de l'analyse du quality monitoring pour savoir, par exemple, tiens, quelle personne a dit quel truc, on apporte de la valeur et l'IA générative fait des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. En revanche, il y a des choses que, par exemple, nous, on a de l'IA classique qui fait de l'analyse des avis clients, etc., et ça consomme 30 fois moins. Et c'est le même résultat. Donc, en fait, il faut se dire, non, mais je ne fais pas de l'IAG pour l'AG. Pareil, là, il y a Fabrice Fabrice Brossard qui était en ligne. Il faut faire attention à ne pas créer du contenu pour créer du contenu. Il parle d'infocalypse. Et c'est vrai que le but, ce n'est pas de vouloir créer du contenu, des vidéos, des images, etc. Mais il faut créer la bonne image, le bon truc. Donc, travailler son prompt, comme l'a dit Raphaël, à savoir un petit peu au départ ce qu'on veut faire. Donc, le but, c'est pas on a une énergie, on a un matériel, on a des technologies, mais il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, il faut vraiment être raisonné. Et voilà. Notre point également, que je voudrais évoquer, qui est plus sur la déontologie, là, Yann a un peu évoqué, attention à la véracité, la vérification, et pas oublier que une partie du contenu qui est, même 100% du contenu qui est généré par l'IA générative, c'est du contenu qui est déjà existant. Donc, il y a du vol de contenu qui est fait, même pour les images, on l'a vu, des entreprises comme Midjourney, Leonardo, etc.,
se base sur des contenus existants. Donc, comment rémunérer les gens? On parlait des GPTs, donc c'est GPT, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai donné tout mon contenu là pour créer mon propre GPT sur mon site web. C'est moi qui suis créateur de contenu et mon contenu va être mis à disposition, il peut même être partagé. Quelle valeur pour ces gens-là? Pareil, les blogueurs survivront ceux qui apporteront vraiment de la valeur ajoutée, du conseil, et c'est pour ça que si on veut vraiment survivre à cette infocalypse, comme dit Fabrice, eh ben, il faut se dire, ok, il y aura d'un côté ce contenu low cost qui va être fait du fast-food, du snack content, etc. Et c'est vrai que ça peut être utile. Moi, je le fais de temps en temps, une petite vidéo, un petit remix. D'ailleurs, j'ai interviewé Yann sur marketing de A à Z. Je me suis dit, bon, allez, je vais résumer notre vidéo avec ChatGPT. Ça a fait le job, comme disait Yann. Le job, c'était pas dément, mais ça a fait le job. Mais c'est vrai que si je veux aller un peu plus loin, il faudrait que je résume un peu plus les choses. Mais voilà, il faut se dire, voilà, comment on va utiliser ça au bon moment et de la bonne manière, et surtout pas de manière exhaustive. Tu l'as dit, Sarah, pour l'instant, tout ce qui est digital, je crois que c'est 10% de la consommation électrique dans le monde, ou quelque chose comme ça. Ça pourrait, 6, voilà. Et ça pourrait passer à 30% dans les années à venir. Alors, 30%, c'est plus du tout la même chose. Donc, comme le reste de la consommation continue d'augmenter, ça restera 6. Ouais. Bon, on va devoir conclure malheureusement parce qu'il est 59. Juste dernier tour de table. Essayez de me dire voilà une IAG qui vous a marqué, qui est particulièrement intéressante. Allez, une seule. C'est une vraie gageure d'en retenir qu'une. Sinon, effectivement, j'ai pas pu répondre à toutes les questions. Il y en avait plein. Merci beaucoup pour vos contributions. J'ai essayé d'en prendre un maximum. Alors, qu'est-ce qui commence? Une techno. Bon, Sarah, tu commences. Mais t'as pas le droit de nommer la tienne. Ça serait de la triche. Ça commence par un E, par un I, ça finit par un A. Non, moi j'aime beaucoup Gemini. Enfin, alors j'ai beaucoup d'espoir en tout cas en Gemini qui est une IAG, enfin qui se veut être une IAG mais au sens général. Donc avec de la vue, avec de la création de contenu, etc. Et je pense qu'elle a beaucoup d'avenir, parce que je suis aussi une grande fan des produits Google. Donc voilà. Et je passe la main à Frédéric, comme ça. Super. Bon, alors, je vais être gentil parce qu'en fait, on travaille avec beaucoup de partenaires technologiques. Et bien sûr, Ideta fait partie de nos partenaires. Et donc, c'est une bonne techno simple à utiliser. Voilà. Et puis, ce que j'aime bien aussi, je vous invite à utiliser Leonardo, que je trouve assez sympa, qui est une alternative à Midjourney pour générer des images qui est assez sympathique. Quoi. Ok. Raphaël ? Ouais. Moi, je pense que ceux qui nous écoutent ont vraiment intérêt à jouer avec les GPT de ChatGPT, parce que je pense que ça augure de l'avenir. Et je triche un peu, je suis désolé. J'ai fait une sélection, j'ai mis à jour ma sélection des 100 meilleurs IAG selon moi sur adjunctland.com. Ah, j'ai vu ça, j'ai vu passer ça hier. Je le repartagerai dans le compte rendu. Ouais, d'accord. Donc là, il y en a 100 et qui sont que j'ai vraiment pour le coup sélectionné, que je connais. J'ai pas eu le temps d'y voir, mais j'ai vu passer ton post. D'accord, on ira voir. Yann ? Oui, alors bon, moi je dirais Midjourney parce que j'hésite entre Midjourney et Firefly parce que je les combine tous en fait, comme je fais pas mal de photos. Donc j'utilise Firefly à l'intérieur de Photoshop, qui est meilleur que l'autre. En fait, en combinant tous ces outils, j'arrive à faire coller la production de contenu à mon style et non pas faire coller mon style à la production de contenu. Parce que je sais pas vous, mais on commence à avoir une certaine nausée quand on regarde LinkedIn, à voir toutes ces images qui sont toutes pareilles, qui sont toutes moches avec des graphismes horribles et des couleurs criardes, c'est affreux. Mais bon, c'est sympa, mais effectivement, il faut l'utiliser à juste titre et à bon escient et pas trop. Il ne faut pas trop en faire non plus. Il faut mélanger aussi avec des vraies photos de temps en temps et revenir D'ailleurs, c'est réclamé par les lecteurs qui, au bout d'un moment, en ont marre aussi de voir ces trucs-là. Mais pour moi, ce qui est le plus efficace, c'est pas ces IA génératives, c'est plutôt ce que j'appelle les IA discrètes. C'est les IA qui sont pas destinées à remplacer l'humain, qui font juste un truc bête mais bien, du style faire une transcription de texte, comme Trint par exemple, Trint.com. Alors il y en a d'autres. Okay. Il y a Word qui fait ça aussi d'ailleurs, très bien. Voilà. Ok, David, pour terminer.
Alors, je vais citer 2 solutions françaises. Alors, il y en a Ouais. une qui n'a pas été évoquée jusqu'alors, c'est Mistral AI, qui a pourtant Ouais, Mistral, un plus ouais. gros potentiel. Il y a aussi une petite société lyonnaise, CMJ, qui est pas mal pour l'IA par rapport au référencement. Et en conclusion, je dirais qu'il faut utiliser les IA à bon escient et que c'est un peu au cas par cas, même si la dynastie GPT règne en maître. Ouais. Et qu'on peut aussi, par rapport au pillage des sites qui a été évoqué, donner des directives de non-référencement par les LLM de façon à pas que sa créativité soit exploitée par les IA génératives, en attendant que ce soit certainement légiféré pour qu'il y ait une juste rémunération des créateurs de contenu. Et enfin, et c'est le côté, comment dirais-je, lié à la donnée, je pense que l'avenir des IA génératives est corrélé au small data, c'est-à-dire utiliser moins de données pour des résultats plus performants, pour être vertueux pour la planète et non être un gouffre énergétique polluant et contribuant malheureusement au dérèglement climatique. Super. Ok, on va terminer. Moi, je vais juste donner la mienne rapidement. Moi, je trouve la techno Edgen là pour traduire les vidéos. Je trouve ça absolument bluffant. Et en fait, il y a une startup française là qui est encore en mode bêta qui s'appelle Lipit, apparemment qui a sorti quelque chose qui est encore mieux que Edgen. Donc, on attend de voir. En tout cas, à regarder également. Un grand merci à vous toutes, Sarah, et à vous messieurs, pour cet échange passionnant. Donc la suite, effectivement, suivez-nous tous sur les réseaux sociaux, les uns et les autres. On se tag mutuellement les uns et les autres. Donc si le sujet vous intéresse, à mon avis, il y aura beaucoup de choses dans les jours, les semaines à venir. On fera un compte rendu le plus exhaustif possible de nos échanges, en rajoutant plein de choses qu'on avait préparées pour cette émission. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine table ronde avec Tech Ethics. Allez, au plaisir. À bientôt. Bonne fin de journée. Bon week-end. Au revoir. Merci, Thierry. Merci. Au revoir.